vous dire de ne pas rentrer sans la victoire. Non, avant tout de profiter de ce moment et puis de passer un bon séjour. Voilà. Allez, bonne route. Allez, soyez sages, soyez fous. C'est une belle... Très belle région. C'est un peu loin. Non mais je suis pas un gangsta, pas la peine de mentir, je suis comme ça. Je pouvais pas savoir comment je stresse. Ah, je sais pas. On y va en métro ou en bus? Métro. Gagnante, place là. Il y a une machine à café en bas. Pas de problème. Bonjour. Bienvenue à cette 17e édition du Challenge de la veille. On est très très content de vous avoir ici, de voir un amphi plein. On a eu peur pour vous. Sans que la SNCF ait de petits problèmes avec ses locomotives. Donc tout le monde est là. J'espère que vous avez passé une nuit relativement douce. Peut-être que certains ont déjà visité un petit peu le centre-ville de Toulouse. Oui. On aura l'occasion de refaire une visite ce soir, tous ensemble. Voilà, donc bienvenue en tout cas. Je vais laisser rapidement la parole à Patrick Freyss. Merci, Arnaud. Bienvenue à tous. On ne va pas faire de discours. Les discours, c'est pour ce soir. Ce soir, après la délibération, avant l'annonce des résultats, vous aurez droit à quelques discours. Il y aura les présidents, les directeurs, les chefs seront là pour faire ces discours. Donc aujourd'hui, simplement, quelques mots d'introduction pour commencer cette 17e édition de la grande finale du Challenge de la veille. Donc je voudrais remercier particulièrement le groupe des étudiants qui s'est chargé de l'organisation de cette finale, donc avec Brandon, Maëlys et Elisa. On peut déjà les applaudir. Vous avez certainement vu le site internet, les pages web, Twitter, Snapchat et autres réseaux sociaux. Il y a 5 étudiants de cette option Infonum en année spéciale. Je vais t'aider Patrick. Ouais, vas-y. À gauche vous avez Théo, à droite vous avez Camille, Quentin, Charlie, et j'ai oublié Olivia qui est partie chercher Bordeaux. Un grand merci à eux. Merci beaucoup. Donc le challenge de la veille, vous savez tous ce que c'est, vous avez tous travaillé d'arrache-pied sur ce sujet, on va en parler tout de suite. Donc qu'est-ce que c'est que le challenge de la veille? En fait, ça correspond bien au modèle IUT comme on dit, c'est-à-dire challenge de la veille, c'est un sport qui se joue à 3. Il y a d'abord les étudiants, c'est-à-dire vous, de cette option Infonum, information numérique dans les organisations, de ce DUT Infocom. Et c'est un moment important dans ces 2 ans de formation de ce DUT Infonum. On dit toujours, vous allez vous souvenir d'une seule chose, peut-être dans ce DUT dans 5 ou 6 ans, c'est de cette journée de finale du challenge de la veille. Donc profitez-en jusqu'au bout, je le dis pour les finalistes, c'est aussi un bon moment. Vous allez vous en rendre compte demain. Donc c'est un sport qui se joue à 3, les étudiants bien sûr, les enseignants qui vous ont encadré,
pendant cette semaine du mois de janvier, vous avez découvert le sujet, vous avez commencé à réfléchir, à mettre en place une méthode, à faire des recherches sur Internet, à essayer de comprendre l'anglais, parce que les ressources sont en anglais, surtout dans ce domaine de l'aéronautique. Donc, bravo à vous. Donc là, c'est le deuxième. Et puis, évidemment, le troisième acteur de ce challenge, c'est le commanditaire. Donc, un grand merci au commanditaire de cette année, à Thales Avionics, qui nous a proposé ce sujet. Et je voudrais particulièrement remercier donc, Sébastien Maréchal, qui a œuvré donc, avec nous à la présentation et à la proposition de ce sujet. Je te laisse présenter le... Bien, on parle du commanditaire, donc il faut aussi parler du jury. Nous avons donc remercier tout de suite Sébastien Maréchal, qui est le président de ce jury aujourd'hui, Thales Avionics. Donc Sébastien Maréchal, je vous demande de l'applaudir. Il vaut mieux l'applaudir maintenant, parce qu'après vous allez lui en vouloir. À ses côtés, un de ses collègues, Joseph Huisson, de Thales Avionics aussi, directeur de stratégie. À leur côté, notre partenaire de toujours, qui représente aussi la DBS et qui nous fait le plaisir d'être là, François Magnan. Et enfin, un spécialiste de la data visualisation, de la société Calidiance, Frédéric Dachary. Merci beaucoup d'être là. Donc 8 finalistes cette année pour obtenir la couronne de ce 17e challenge de la veille. Donc voilà, on a présenté tout le monde, on va procéder maintenant au tirage au sort. On récapitule. Besançon tout de suite, Le Havre, Nancy, Tours, Lyon, Strasbourg, Toulouse et enfin Bordeaux. Pour installer le groupe suivant, c'est le moment de vous défouler. Pour commencer notre présentation, on va vous présenter une citation du ministère de l'Industrie, donc à savoir le drone sera à l'aéronautique ce qui est devenu la téléphonie mobile à la téléphonie fixe. Et donc afin de construire et organiser notre étude, on s'est basé sur les deux problématiques que vous nous avez communiquées, donc à savoir quels sont les marchés mondiaux actuels et potentiels des drones civils et quels sont les types de technologies embarquées sur ces drones. Et on va maintenant vous présenter le marché. Nous ne pouvons pas parler du marché sans parler du contexte. Est apparu en premier le drone militaire, suivi du drone civil, puis le drone de loisir et le drone commercial. Lors de l'apparition du drone civil, les États ont dû faire face à divers problèmes. En effet, les utilisateurs utilisaient ces drones de manière dangereuse ou pour aller espionner leurs voisins. C'est pourquoi les États ont dû légiférer, mais les lois étaient adaptées aux drones de loisirs. Les lois évoluent vers le drone commercial, mais bloquent toujours un peu certaines avancées dans le drone commercial. Nous allons voir quelques chiffres du marché. Le leader mondial est DJI. En 2014, ils ont fait un chiffre d'affaires de 430 millions. Et la série Phantom qu'ils proposent est la série la plus vendue au monde. La flotte mondiale de drones civils, donc il y a pas de distinction ici entre drone de loisirs et drone commercial, est de plus d'1 million. Le marché du drone civil est en pleine évolution. Comme nous pouvons le voir, les parts du marché du drone civil vont évoluer de 11% à 34%. Le chiffre d'affaires, selon les études, sera il y aura une fourchette basse de 1 milliard de dollars et une fourchette haute de 3 milliards de dollars. Pour 2016, les études prévoient
84% de hausse. C'est pourquoi les acteurs du drone militaire, s'orientent de plus en plus vers le drone civil. Nous allons prendre l'exemple de la France, car la France est vraiment pionnière en matière de législation. En 2012, la France a fait des lois vers le drone civil et nous pouvons voir que le chiffre d'affaires entre 2013 et 2015 a quasiment triplé. La croissance des opérateurs a plus que doublé entre 2014 et 2015. Nous allons à présent vous parler de la segmentation. Alors pour commencer une première partie de segmentation, on va pouvoir l'associer à une certaine typologie des usages, c'est-à-dire que le drone va être utilisé dans la communication où il va servir de relais de réseau, dans la logistique où il va servir à transporter et dans l'imagerie où il va servir à capter des données. On va ensuite pouvoir passer à une deuxième segmentation où là on va trouver en 8 parties. Certaines de ces applications sont utilisables aux 3 usages que je vous ai cités précédemment. On note toutefois que l'image est quand même la plus développée et c'est donc pour cela que nous l'avons illustrée ici. À l'intérieur de ces domaines, on va trouver plusieurs acteurs. C'est pour ça que nous avons trouvé judicieux de mettre en place un écosystème d'affaires. Ici, vous allez avoir le cas simplifié. Pour nous, l'écosystème d'affaires est plus réaliste et plus approfondi que la chaîne de valeur. On va prendre par exemple un constructeur tel que MicaSense qui va construire des capteurs pour l'agriculture, qui va ensuite fournir un assembleur tel que SenseFly et qui lui va ensuite fournir un opérateur tel que Erinov et le client sera bien sûr l'agriculture dans ce cas. On trouve donc plusieurs acteurs dans ces domaines et c'est de ces domaines dont nous allons vous parler. En ce qui concerne les applications, il y a des centaines d'applications différentes. Chaque semaine apparaissent des nouvelles applications du drone commercial. La frontière entre applications réelles et applications potentielles est vraiment mince. Grâce aux études que nous avons trouvées lors de la veille, nous avons pu regrouper les applications dans 8 grands domaines. Donc c'est à partir de ces segments que je vous ai cités tout à l'heure que nous avons pu faire 8 domaines d'application, que nous avons organisés selon leur importance ici. On ne va pas avoir tout le temps pour justifier l'ensemble de ces applications, on va juste faire une petite différence entre cinéma et information et médias, puisque dans le cinéma, on va devoir utiliser des technologies de type gyroscope. Chaque domaine a plusieurs usages. On va prendre le cas de l'agriculture, encore une fois, où le drone va servir tant bien à détecter des maladies qu'à vérifier la bonne irrigation des champs. Les technologies utilisées peuvent s'appliquer à plusieurs domaines d'application. On va prendre l'exemple du capteur thermique, qui va être utilisé tant bien dans la sécurité où on va pouvoir trouver des personnes enfouies sous des avalanches que dans le domaine de l'ouvrage, site industriel et bâtiments où le drone là va être utilisé pour voir d'éventuelles fuites. C'est donc de ces technologies que nous allons vous parler maintenant. Donc on a vu que ces applications sont possibles grâce à des technologies. Nous avons choisi de faire un focus sur quelques technologies qui nous semblaient importantes pour le drone. La principale problématique qui se pose pour l'insertion du drone civil dans le marché actuel, c'est l'autonomie des batteries. En effet, les batteries en moyenne durent de 20 à 30 minutes pour les modèles les plus courants, ce qui n'est pas assez pour des missions longues comme l'inspection des réseaux. Pour cela, des ingénieurs se sont penchés sur la question et ont développé en premier lieu la batterie à hydrogène. Son avantage, c'est la rapidité de recharge de 2 minutes et qui lui permettrait de voler plusieurs heures. Mais cette technologie n'est pas encore au point car elle reste chère, encore trop instable et trop lourde pour être embarquée sur un drone. Ensuite, le rechargement par laser. Le principe est simple, on va envoyer un laser depuis le sol sur des capteurs fixés sur le drone. Le drone va recevoir l'énergie laser, il va la convertir en électricité et va pouvoir ainsi alimenter ses moteurs et les technologies qu'il embarque. Ensuite, le rechargement à induction. Donc, le rechargement à induction, c'est un système de rechargement sans fil qui va permettre un avantage si le drone est en pilote automatique, car il va pouvoir se déplacer, venir se recharger tout seul, se renvoler et ainsi se passer de l'intervention humaine. Je n'aurai pas le temps ici de vous parler du drone captif, mais vous pourrez me poser la question après. Je vais passer maintenant la parole à Louis pour les 2 types de drones.
Alors, d'après l'étude Game of Drones, il y a deux types de drones, les drones à voilure fixe et les drones à rotor. Au niveau de l'autonomie, elle est bien meilleure pour les drones à voilure fixe. Il en est de même pour la sensibilité au vent. Le vol stationnaire n'est permis que par le drone à rotor. Il en est également de même pour la discrétion lors du vol. Le prix est beaucoup plus élevé pour le drone à voilure fixe que pour le drone à rotor. Ces deux types de drones ont différentes capacités du fait de leurs différents squelettes et sont applicables dans différents domaines d'application. Ils conditionnent l'ensemble des technologies que nous allons vous présenter. Donc je vais vous parler de pilote automatique avec le rechargement à induction. J'ai choisi de me pencher sur le Waypoint, un système de pilote automatique assez intéressant, comme le schéma que vous pouvez voir au-dessus de moi. On va poser des points sur une carte géoréférencée. Ensuite, le drone, grâce au système de positionnement qu'il embarque, va se déplacer de point en point et ainsi ne se perdra pas. On peut, par exemple, il a été embarqué sur des drones tels que DJI ou DroneVolt a développé un système de Waypoint. Le vol groupé ensuite, EDF et la SNCF ont un réseau très très grand et ils pensaient, avec l'aide de la société Eurogiciel, développer un système de vol collectif. En gros, une personne, un pilote serait au sol et pourrait, grâce à une seule manette, une seule commande, commander plusieurs drones. Donc ces drones seront connectés entre eux afin qu'ils ne puissent pas se heurter donc cela servirait à couvrir plus de surface en moins de temps et on pourrait aussi assigner des tâches spécifiques à chaque drone. Le positionnement, donc les drones embarquent le plus souvent le GPS qui peut se révéler parfois trop imprécis. Ça peut aller de l'ordre du mètre à la dizaine de mètres. Donc c'est pour cela que j'ai pris l'exemple d'un GPS plus précis, le GPS RTK. Le GPS RTK, c'est un système de GPS qui va se baser donc c'est sur les technologies GPS, GLONASS et Galileo, et qui va lui permettre un système un positionnement au centimètre. Ensuite, le LPS. Le LPS possède beaucoup d'avantages. Il peut servir dans les endroits où on ne capte pas bien le GPS, où le signal est trop faible. On va donc placer des balises au sol, le drone va capter les signaux de ces balises et va ainsi pouvoir précisément se positionner et effectuer donc, des relevés précis. La télémétrie, c'est ce qui va permettre au drone de se repérer dans l'espace et d'éviter d'éventuels obstacles. On discerne trois grands types de télémétrie. Optique, avec notamment le LiDAR, comme l'image que vous pouvez voir au-dessus, qui va permettre non seulement de détecter l'environnement, mais aussi de calculer la vitesse, ce qui peut être un avantage. Ensuite, la télémétrie acoustique, embarquée par exemple sur le Air Drone de chez Parrot, ça fonctionne comme le principe d'un sonar. On va envoyer un son, le son va se réfléchir sur les surfaces et on va recapter ce son et ainsi calculer la distance qui nous sépare. Et ensuite la télémétrie magnétique grâce aux ondes électromagnétiques. La modélisation ou photogrammétrie, ça va pouvoir permettre de modéliser l'environnement en 3D. Le drone va scanner grâce notamment à un laser comme pour la technologie LiDAR. Elle va permettre, par exemple, dans l'inspection de mines, l'inspection d'ouvrages pour repérer des failles, l'agriculture pour modéliser les champs. Cela peut permettre un gain de temps et minimiser les risques plutôt que d'envoyer une personne à aller inspecter. Et voilà. On va maintenant vous parler de la législation. Alors, on distingue deux types de législation, les législations qui orientent et les législations qui restreignent. Certains États ont fait le choix d'adopter des législations qui restreignent du fait de peurs sociétales comme le respect à la vie privée ou bien la sécurité civile. C'est le cas au Japon où un drone a largué des déchets nucléaires sur l'office du Premier ministre. Cela peut par exemple expliquer la dureté de la législation japonaise relative aux drones commerciaux. D'autres États, par contre, ont fait le choix d'orienter, c'est-à-dire d'accompagner les technologies dans leur développement pour protéger les populations. On peut donc dire que les États participent pleinement au développement du secteur du drone commercial.
Ces législations ont également pour but de rassurer les prospects qui pourront dès lors consommer. La France fait référence dans ce type de législation puisque c'est l'un des premiers États à avoir adopté une législation qui oriente. Il faut quand même noter qu'il y a plus de législations qui restreignent plutôt que de législations qui orientent actuellement. Le schéma ci-dessus montre comment une législation peut faire consensus en s'articulant autour de 4 problématiques, de 4 axes. C'est ce qu'a fait l'Union européenne et la Commission européenne pour émettre 33 propositions au Parlement européen. L'ensemble de ces 33 propositions oriente plus le développement du drone plutôt que ne le restreigne. Ces 33 propositions ont également pour but de créer un marché unique du drone commercial au niveau européen. Au niveau international, c'est la Convention de Chicago qui régit l'usage des drones civils. Cependant, elle semble obsolète puisqu'il n'est question que d'aviation civile. La législation est donc un enjeu économique puisque les législations qui orientent sont synonymes de création d'emplois. On peut par exemple prendre le cas de la France qui a décidé de légiférer en décembre 2012 et en décembre 2015. De ce fait, le nombre d'opérateurs est passé de 230 en juin 2013 à 1813 en juin 2015. Il semble donc nécessaire pour toute entreprise qui souhaite se spécialiser dans le drone commercial de s'allier avec ses partenaires et avec ses concurrents pour pouvoir influencer les différentes législations à différentes échelles. Donc au niveau national, auprès des administrations responsables, au niveau supranational, comme auprès de l'Union européenne, et au niveau international. Cela fait partie des documents plus détaillés que Djibril va vous présenter. Donc, afin de répondre aux demandes que vous nous avez communiquées, on vous propose une étude de marché, un écosystème d'entreprise, 8 domaines d'application différentes, les différentes technologies actuelles et émergentes du marché, une législation détaillée et plusieurs bases de données. Et donc pour clôturer, on va vous citer une citation du Parlement européen, donc à savoir une nouvelle ère de l'aviation, ouvrir le marché de l'aviation civile de systèmes d'aéronefs télépilotés d'une manière sûre et durable, ce qui nous permet de confirmer actuellement que le marché du drone commercial est donc le futur secteur clé de l'aéronautique. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour. Donc, je vous remercie pour votre présentation très claire. J'aimerais revenir sur votre segmentation, si vous le voulez bien. Elle me gêne un peu, parce que vous segmentez au premier niveau en 3 parties. Donc, je l'ai plus tout à fait en tête, il y a imagerie, logistique et puis, je ne sais plus le troisième, c'était communication. Alors je ne sais pas trop ce que vous entendez, sous-entendez en fait derrière le terme imagerie, parce que, à mon sens, vous êtes plus sur un niveau technologique à ce niveau-là, et pas sur un marché. Et vous êtes plutôt sur les 2 autres, sur une notion de marché. Donc ça me pose un petit problème, parce que du coup on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux de comparaison. Donc est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez fait ce choix, et pourquoi derrière vous avez donc une segmentation justement par plutôt derrière imagerie finalement, une segmentation par domaine d'application. On a choisi de proposer ces 2 échelles de segmentation. Tout d'abord, pour l'imagerie, c'était une manière de présenter le fait que le drone va capter des données, tandis que dans les 2 autres, il va être plutôt utilisé sans capter des données, justement. Donc, dans la logistique, il va servir à transporter. Et l'imagerie était, selon nous, le terme pour vraiment montrer que le drone va capter des données et qu'ensuite, ces données seront analysées. La deuxième partie de segmentation, elle est tirée d'une étude qui est confidentielle,
Elle a été citée lors d'un colloque, je ne me rappelle plus de la date, où c'est un représentant du Parlement européen elle s'appelle l'étude César. Elle a été commandée par un Parlement européen elle a été demandée par le Parlement européen et elle a été citée une fois lors de ce colloque. Donc c'est de cette segmentation que vient notre segmentation. Très bien, merci. Deuxième question, toujours sur une problématique de segmentation, mais là beaucoup plus au niveau de la technologie, enfin des technologies que vous présentez. J'ai un petit peu de mal, pareil, à vous suivre. Vous partez sur une présentation technologique spécifique qui est sur les problématiques de gestion de l'énergie pour le drone. Après, vous passez sur une segmentation plus globale, qui sont les deux types de drones. Et après, vous revenez sur une segmentation technologique qui sont là sur beaucoup plus les technologies de navigation et de positionnement, donc d'utilisation du drone, qu'on appelle la gestion du vol finalement. Et puis, après, vous êtes dans une segmentation, une présentation de technologie qui est beaucoup plus sur, finalement, la récupération des données du drone, qui donc permet justement un traitement de ces données-là. Donc finalement, on est sur des technologies qui sont un petit peu présentées de manière très hétérogène. Et ce qui aurait été intéressant, c'est que, est-ce que vous pourriez nous donner une segmentation un peu plus claire, justement, de ces technologies? Donc on a fait ça comme ça parce qu'on voulait avoir une vision globale de ce qui se faisait, mais forcément il y a énormément de technologies, donc on ne pouvait pas toutes les placer. Et on a pensé que placer celles-ci serait intéressant parce qu'elles répondent à beaucoup de problématiques du drone, et ainsi qu'elles sont applicables dans beaucoup de domaines d'application. C'est pour cela qu'on a fait ça. Très bien, merci. J'ai appris beaucoup de trucs, vous avez fait un gros boulot, vous avez réussi à faire rentrer beaucoup de détails et beaucoup d'aspects dans votre presse, je trouve. Très bonne maîtrise du sujet, j'ai trouvé. Bon, voilà. J'ai juste un point, est-ce que vous pouvez revenir sur la slide, s'il vous plaît, qui détaille l'évaluation la présentation des 8 domaines d'application. Voilà, où il y a les... Voilà, celle-ci. C'est quoi la taille, ça représente quoi? La taille, ça représente, d'après tout ce qu'on a pu lire ou visionner lors de colloques, c'est vraiment, selon nous, c'est peut-être un choix un peu osé, mais c'est selon nous les domaines qui sont émergents actuellement et les domaines qui sont déjà aussi développés. C'est au feeling? C'est pas au feeling, puisqu'on... Ah non, mais attends, j'ai aucun souci avec ça. Donc mais je voudrais comprendre, justement. Il y a une partie... Pourquoi agriculture et précision, c'est vachement plus gros que les autres? En tout cas, moi, je le vois plus gros. Pourquoi vous l'avez mis en plus gros? Parce que c'est l'un des secteurs clés aux États-Unis du développement du drone. Comment? D'accord. C'est un domaine porteur. C'est là où il y a le plus de trucs. D'accord, c'est ça, la taille. Et c'est aussi un des domaines qui est en quelque sorte le plus simple à mettre en œuvre, puisque c'est sur des endroits où il n'y a pas d'agglomération, il n'y a pas de route, où la population est plutôt diminuée, et donc ça permet un développement beaucoup plus conséquent. D'accord, donc là finalement, si j'ai des milliards ou des millions d'argent ou des centaines de milliers à investir, cette planche finalement c'est elle, en discutant avec vous, qui va m'aider à voir là où c'est plus facile ou plus difficile ou plus peut-être intéressant d'aller ou pas, c'est ça? C'est ça. Moi j'aime beaucoup cette planche et c'est pour ça que je voulais vraiment revenir pour être sûr d'avoir compris ça. Merci. Oui, à partir de votre étude, auriez-vous quelques préconisations à expliquer, à faire pour le sourcing? S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Alors, à partir de votre étude, de vos conclusions, de ce que vous avez découvert en ce qui concerne donc, le marché du drone et la segmentation, est-ce que vous auriez quelques préconisations? Donc je ne demande pas une réponse parfaite et exhaustive,
en ce qui concerne les principales sources, les types de sources qui seraient à surveiller, puisqu'on est aussi dans une optique de veille. Alors, en ce qui concerne les préconisations de veille, on conseille de faire une veille déjà sur les législations. C'est un point vraiment qui est ressorti dans toutes les études. Les drones commerciaux sont vraiment limités par ces législations. Donc il faut s'orienter vers les sites institutionnels tels que Assemblée, Sénat pour la France ou Légifrance, qui est un site qui répertorie tous les codes français. Après, on n'a pas pu, au cours des semaines, le peu de temps qu'on avait, on n'a pas pu retrouver toutes les sources pour chaque pays. Il faut aussi faire une veille auprès des institutions telles que la DGAC. Et se rapprocher de ces institutions, c'est un moyen aussi de récupérer des études. Nous avons pu par ce moyen récupérer aussi quelques études en allant interviewer notamment le directeur adjoint. Il faut également surveiller les domaines d'application. Pour ça, il y a plusieurs sites qui proposent des bulletins hebdomadaires. C'est le cas de Le Dronologue, c'est un chercheur français qui propose chaque semaine des bulletins de veille. Mais après, pour plus de sources dans le dossier, vous avez toutes nos sources qui pourraient vous permettre de mettre en place. Je vais quelques mots à ce sujet. Je vous remercie. Merci. Oui. J'avais la même question que M. Lachari, mais donc je pose la question d'après. Est-ce que vous avez pu obtenir des données chiffrées qui vous ont permis de détailler la taille de ces bulles, mais cette planche est très bien faite et superbe, mais est-ce que vous avez pu obtenir des données chiffrées? Et est-ce que vous avez une recommandation à faire, sur Internet Avionics par exemple, de positionnement sur un de ces marchés aujourd'hui et dans 10 à 15 ans, sachant que ces bulles vont grossir de façon différente? En ce qui concerne les chiffres, il me semble que dans le dossier et dans la partie marché, vous retrouverez justement ce diagramme. Je crois que c'est l'essor des drones, enjeux et réponses possibles de l'État, d'où sont tirés ces chiffres. En ce qui concerne ces domaines d'application, tout dépend aussi dans quelle partie de la chaîne de valeur vous voulez vous intégrer. On sait que Thales Avionics est aussi basé sur les softwares, et les softwares sont aussi quelque chose de très important dans le domaine du drone, puisque c'est par exemple pour le cas de l'imagerie où on va capter des données, il y a un besoin déjà un software qui va être interne au drone qui va permettre de le faire fonctionner, mais ensuite un software qui va permettre d'analyser ces données. Et c'est donc peut-être pas forcément dans ces domaines d'application-là, mais plutôt au sein de la chaîne de valeur qu'il faudrait s'intégrer. Merci beaucoup. Bien. Merci beaucoup à l'équipe du HAL. Il a fait un travail C'était génial. Stressant, mais ça valait le coup. On en est sorti. Je crois que c'était le meilleur oral, non? Notre force, c'était vraiment les questions. Hein, Victor, je suis rentré dans la préconisation. La préconisation, tiens. Merci à toi, tu nous as sauvés. Sauvés. Les sourires qui nous faisaient et tout le temps quand on répondait des questions, et ils souriaient tout le temps. C'est vraiment été satisfait. Si on gagne.
J'ai bien aimé votre truc là, machin. On a droit au respect pour tous les... Non mais on en aura chié, mais ça valait vraiment le coup. Monsieur Zlitny, si on gagne, vous vous rappelez ce que vous nous avez promis. Une promesse doit être tenue. En un mot, en un mot. En un mot. Oufissime. Impressionnant. Impressionnant, ouais. Ouais. Formateur. Content, fier, fini. Dur, mais possible. Être à la hauteur. Moi, personnellement, j'adore la sobriété et tout. Mais c'était Et au nom de toute l'équipe organisatrice, j'espère que chacun de vous repartira satisfait de son petit passage entre les mondes et de son petit passage à Toulouse. Je pense que tout le monde est vraiment impatient de connaître l'issue de la compétition parce qu'il s'agit quand même d'une compétition. Mais avant de connaître les résultats, je vais laisser la parole à Monsieur Patrick Laurence, directeur de l'UT. Je voulais évidemment souhaiter la bienvenue à l'UT Paul Sabatier, même si je pense qu'on l'a déjà fait pour moi, j'espère en tout cas. Donc si nous sommes là cette année, c'est parce que Toulouse a gagné la finale l'an dernier, si j'ai bien compris. Voilà. Donc nous sommes très heureux de... Alors l'UT Paul Sabatier, c'est un gros UT, il y a 17 départements. Il y a 5500 étudiants, mais le département Infocom, évidemment, est un de nos plus beaux départements. Je dis pas ça parce que vous êtes là. On a d'autres manifestations de ce type dans d'autres départements. On a aussi la nuit de l'informatique, par exemple, dans le département informatique, ou encore d'autres manifestations sont intéressantes parce que ce sont des approches finalement à la fois ludiques et pédagogiques, je dirais. C'est festif, on le voit, et en même temps, c'est une façon de mettre en pratique vos connaissances acquises à l'IUT, de les mettre en pratique avec des partenaires professionnels. J'en profite pour saluer les partenaires professionnels, particulièrement donc Thales, si j'ai bien compris, cette année votre partenaire principal, donc je crois qu'on peut applaudir votre partenaire principal. Et saluer aussi, je crois, la DBS, qui est aussi parmi les partenaires de... Voilà. Alors, avec ce genre de manifestation qui se déroule donc dans une université, hein, l'IUT c'est l'université, mais qui se déroule avec des partenariats professionnels, on est vraiment au cœur de ce que sont les IUT et de ce pourquoi, j'espère, vous êtes venus à l'IUT. C'est-à-dire pour avoir à la fois, je dirais, la tête dans l'université et les pieds dans la réalité. Hein. C'est ce qu'on appelle, nous, la double culture universitaire et professionnelle. Et c'est ça qui fait le succès, je crois, des IUT depuis plus de 50 ans, qui fait que vos parents, vos grands-parents, parfois, ont déjà fait l'IUT. Donc on en est au moins à la 3e génération. Voilà. Et ça marche parce que finalement, nous sommes des formations universitaires de haut niveau et qui en même temps sont complètement articulées avec le monde professionnel, en permanence avec le monde professionnel. Et le département Infocom à Toulouse est particulièrement impliqué sur ce genre, sur cette double culture universitaire et professionnelle. Et je crois que donc, je voulais saluer et remercier les organisateurs du Challenge de la veille, nationalement, mais particulièrement, vous me permettrez de remercier l'équipe pédagogique de Toulouse et des étudiants, bien sûr, qui ont organisé ce challenge ici, qui est donc très représentatif de ce que l'on souhaite que soit l'IUT, c'est-à-dire ce mélange à la fois de motivation, d'universitaire et de professionnel. Donc, je vous félicite tous. Alors, je crois qu'il y a 8 IUT qui ont participé au challenge de la veille. Donc il y en a 8 qui attendent forcément le résultat.
Il n'a pas tardé à vous être donné, et le jour est fini. Donc je voulais remercier les organisateurs, remercier les participants. J'espère, comme ça a déjà été dit, que vous avez gardé, que vous ayez gagné ou perdu un très bon souvenir de Toulouse et que vous reviendrez souvent nous voir à Toulouse. Félicitations à tous et que le meilleur gagne. Je vais maintenant laisser le micro à notre partenaire, la DBS, qui accompagne le département Infocom pour le challenge, mais également pour d'autres types d'événements. Je vais donc laisser la parole à Madame Sylvie Puech, qui va prononcer quelques mots. Dire que nous sommes 3 membres de la DBS régionale à avoir participé cette année à cette finale, locale Madi et moi, François la finale nationale, et qu'unanimement nous avons été très impressionnés par le niveau des réalisations et des prestations que vous avez faites sur un sujet qui n'était pas facile, celui du marché des drones civils, et que si vous êtes étudiant encore aujourd'hui, vous montrez déjà des capacités de grands professionnels. Et donc, au titre de l'association, nous vous remettrons aux finalistes, en fait, aux vainqueurs, quelques ouvrages et de lecture, voilà, comme dit Marie, un des derniers numéros de la revue I2D sur la data visualisation et quelques ouvrages publiés par l'association. Les finalistes bénéficieront d'une adhésion gratuite pour l'année 2016 et d'une invitation à rejoindre des événements du groupe sectoriel Veille et Recherche sur Internet animé par Béatrice Phoenix-Rioux, que vous connaissez certainement pour son blog Recherche et Veille. Voilà, donc encore félicitations à tous et bienvenue dans le monde de la Avant de révéler les résultats et donc l'identité des grands gagnants, mais également des équipes arrivant en 2e et en 3e position, je souhaiterais que l'on remercie le jury de cette finale nationale, à commencer par Monsieur Joseph Huisson, qui a dû s'absenter ce soir. J'invite donc à me rejoindre Monsieur Frédéric Dachary, Monsieur François Magnan, formateur compétent. Et enfin, Monsieur Sébastien Maréchal, responsable de Je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Sébastien Maréchal, mais avant cela, il me semble qu'on peut le remercier comme il se doit. complètement différents. Et je remercierai jamais assez Frédéric Dachary qui a traversé la France pour vous et qui est venu quand même faire tout ça. Et en plus, je l'ai oublié à la gare hier soir. Donc, depuis hier soir, nous ne sommes plus amis. C'était pas prévu, moi je voulais absolument vous dire quelque chose, donc là je pense que c'est peut-être le bon moment, parce qu'après ça va faire autre chose. Moi je viens du monde de l'infocom, l'information communication, et j'ai été responsable de la veille dans une grande entreprise française. Aujourd'hui je fais du conseil, différents trucs. Je voulais pas repartir sans vous dire quelque chose. Déjà je crois que c'est à nous, gens de l'information et de la communication, à investir ce terrain de la veille. Pourquoi ?
parce qu'il est question de construire de l'information. Ne l'oubliez jamais, c'est à nous de le faire. C'est pas que aux écoles d'ingénieurs, ni que aux écoles de commerce à le faire. Faisons-le. Je vous invite à construire de l'information. Pour construire de l'information. Pour construire de l'information, et vous nous l'avez montré à travers vos travaux, écrit oraux ce que vous allez faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et moi, ce que j'invite à faire, et de plus en plus, dans notre époque où tout bouge de plus en plus vite, et où le succès appartient à la capacité à prendre une décision, à convaincre les autres. Soyez curieux, ensuite, soyez précis, et surtout, soyez convaincants. En un mot, soyez sexy. Voilà. Bravo pour votre travail. Merci aussi à François qui est venu aussi apporter son regard de consultant en veille. Et puis Joseph qui n'est pas là, qui n'a pas pu rester pour son expertise technologique. Voilà, merci à tous et je m'arrêterai là et je pense qu'on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Alors, le numéro 3, c'est Nice. Nice n'est pas là. Dommage. Alors, le numéro 3 est Strasbourg. Parce que nous avons un petit cadeau pour vous quand même. Ils ont fait des choses d'abord. les jurys, et surtout l'UT Robert Schumann à Strasbourg et Valentine, tout ça. Le numéro 2. Qui ça peut être? Il faut bien sûr donner un vainqueur et un vaincu. Voilà, c'est comme ça. Donc le groupe qui est le numéro 2 du Challenge 2016 est Toulouse. Le vainqueur sur l'édition de Challenge de la Veille 2016 est le Havre.
Merci et à l'année prochaine et amusez-vous bien ce soir. On contente. Allez, on l'a fait. Oh ouais, on a gagné. Allez, go. On a gagné. On a